certain nombre d'entre vous, parce que c'est vrai que CAP 21 n'est pas directement inscrit dans la sortie immédiate du nucléaire. Néanmoins, ma présence est tout à fait cohérente avec ce que nous défendons. Et il me semble que cette affaire du Niger pose en réalité très clairement trois problèmes. Je ne reviendrai pas sur ce que Stéphane a parfaitement bien expliqué, mais je crois qu'il y a trois sujets majeurs qui apparaissent. Le premier, c'est la question de l'appropriation des terres dans les pays du Sud. Le fait que les Touaregs soient chassés comme ils le soient pour les mines d'uranium rejoint quelque chose qui est en train de se passer de manière beaucoup plus large sur la planète aujourd'hui, qui est l'appropriation d'immenses espaces par un certain nombre de très grandes sociétés multinationales. C'est vrai à Madagascar, c'est vrai dans toute une série de pays où des millions d'hectares sont aujourd'hui appropriés, ce qui veut dire qu'il y a une spéculation qui se fait aujourd'hui sur les terres, qui se conçoit du reste dans un monde où nous allons être 9 milliards d'individus, où la question alimentaire devient une question croissante. Et je pense qu'il y a là un vrai grand sujet de préoccupation. Nous avons, on sait tous qu'on a besoin d'une gouvernance mondiale, mais il faut que nous réfléchissions très vite maintenant à cette question-là, qui va devenir une question cruciale, tout simplement parce que nous savons déjà que les plus pauvres dans le monde, ce sont les paysans des pays du Sud, et que si par-dessus le marché, les terres arables sont accaparées, eh bien, c'est autant de terres en moins pour tous ces paysans qui vont venir brosser les bidonvilles. Ce qui, de surcroît, pour ceux qui n'ont qu'une approche, je dirais, pas éthique, mais de leur propre intérêt, d'une approche stupide pour les pays occidentaux, parce qu'on sait très bien comment tout cela se termine en termes d'immigration. Donc, quand on parle de co-développement, il faudrait commencer par s'interroger sur cette question des terres. Donc, là, je crois qu'on a un grand sujet dont on parle très peu, mais qui me paraît extrêmement important. Le deuxième point, c'est le suivi aussi exact que possible de l'impact du nucléaire. Stéphane a fait allusion à cette remarquable émission d'Élise Lucet, et je crois qu'on ne dira jamais suffisamment que c'était une bonne émission et qu'elle a eu du courage de la faire, de France 3, qui a permis à beaucoup de gens de prendre conscience d'une réalité que nous sommes très nombreux à dire depuis des années, mais sans bien entendu être suivis. Je dirais qu'on a une petite habitude de cela. Pour les plus âgés d'entre nous, de dire des choses qui ne sont pas suivies, et puis ensuite c'est ceux qui ont dit le contraire qui ont tort, mais qui continuent à tenir le haut du pavé en considérant qu'ils ont toujours eu raison. Donc on a besoin effectivement d'avoir un bilan sérieux des conséquences de l'impact du nucléaire, c'est-à-dire le suivi des populations, le suivi des milieux, une véritable information, un véritable suivi épidémiologique. Ça n'existe pas au Niger, je ne suis pas sûre que ça existe beaucoup plus chez nous. Quand on voit que nous allons nous souvenir, on peut dire fêter, nous souvenir de Tchernobyl dans maintenant quelques semaines, que vous avez toujours des débats absolument hallucinants sur les conséquences de Tchernobyl. J'ai encore entendu à l'université de Caen un colloque auquel je participais il y a 15 jours, un monsieur venir nous raconter qu'il y avait 27 morts à Tchernobyl. Donc on entend encore des choses comme ça. L'AIEA, OMS, dit 4000. Quand on entend ce qui reste des ventilateurs, on sait que c'est tout à fait d'autre chose dont il s'agit. Il est impératif qu'on ait une réalité sur l'impact du nucléaire, que ce soit les mines, que ce soit les déchets, que ce soit le fonctionnement des centrales. Et ça, je crois que ce combat pour la transparence est un combat complètement universel. Nous sommes tous des êtres humains, où que nous habitions. Donc voilà, ce combat pour la transparence m'apparaît quelque chose d'essentiel. Troisième point, Stéphane, et j'en aurai terminé, c'est la question du vrai bilan du nucléaire versus économique. On nous dit en France que le nucléaire, c'est formidable, étant nous savons tous qu'on est en train de tuer l'énergie éolienne et que la part qui est réservée au solaire est quand même extrêmement modeste quand on voit ce que l'Espagne est en train de faire ou ce que les pays africains sont en train de faire avec le projet
des AirTech qui est menée par le Club de Rome, on se rend compte que nous sommes des années-lumière, j'allais dire, de tout cela. Alors bon, c'est un choix. On n'est pas d'accord avec ce choix, mais à minima, qu'on ait un vrai bilan économico-financier de ce que ça coûte et de ce que ça rapporte, et de ce que coûterait et rapporterait d'autres choix. Car il y a d'autres choix qui sont possibles. Si le président Obama a décidé qu'il ne mettait pas un rond sur le nucléaire, puisque c'est le cas, qu'il laissait certes la possibilité d'en faire, mais nous savons bien qu'il n'y a pas eu de nucléaire aux États-Unis depuis 25 ans, tout simplement parce que les entreprises ont considéré que financièrement ça ne tenait pas la route. Donc on peut s'interroger sur, entre guillemets, la relance du nucléaire aux États-Unis si le Trésor américain ne met pas la main au porte-monnaie. Il n'y a pas eu d'annonce sur ce point, mais enfin il y a une annonce, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Donc ce que je réclame, ce que nous réclamons, c'est un vrai bilan économico-financier du choix nucléaire et un véritable bilan économico-financier des autres choix possibles. Qu'on fasse un choix politique, très bien, mais au moins on le justifie. C'est-à-dire qu'on est capable de dire pourquoi ce choix est optimal, pourquoi il est bon, avec des chiffres à l'appui, et des chiffres qui sont élaborés et discutés, c'est-à-dire de manière contradictoire, et qui ne viennent pas évidemment toujours du même endroit à titre d'auto-justification. Quand on aura un vrai bilan de la relance du nucléaire en France, des avantages que cela va nous apporter, que ça nous apporterait au conditionnel, du nombre d'emplois que ça crée, du nombre d'emplois qui sont créés par les autres filières, du nombre d'entreprises qui sont générées par les autres filières, à ce moment-là, il y aura un choix clair dans les Français. Aujourd'hui, il n'y a pas de choix possible puisqu'on est dans le noir total. Je parlais tout à l'heure du manque de suivi épidémiologique, le suivi économico-financier, c'est du même acabit. Il n'y a rien de plus. Voilà, donc tout ceci explique ma présence ici ce matin, avec un angle peut-être un petit peu différent de celui de mes camarades de tribune, mais voilà, je suis très à l'aise ici pour vous dire tout ce que je viens de vous dire, parce que ça me paraît essentiel à un moment où nous sommes en train de faire des choix quand même assez uniques dans le monde, et dont je crains fort, même si je ne suis, comme je le disais en commençant, pas une partisane de la sortie tout de suite du nucléaire, je crains que ce soit une erreur économique, je ne parle pas écologique, je parle économique, majeure, historique de la France, que de tuer dans l'œuf le développement des écotechnologies sur l'efficacité énergétique, le développement de l'éolien qui est complètement plombé avec ce qu'on est en train de prévoir sur le plan des installations classées, et avec un développement de solaire qui est somme toute assez modeste, limité au photovoltaïque, avec des taux de remboursement dont on pourrait discuter, et qui oublie complètement les autres solutions thermiques, qui sont des solutions beaucoup plus productives en termes de kilowattheure, et donc qui pourraient concurrencer de manière beaucoup plus intéressante le nucléaire. Voilà, j'étais trop longue peut-être, je vous remercie de l'attention que vous avez bien voulu me porter.